Vous de l'actualité avec un invité sur le plateau, décrypter des questions d'actualité, parler surtout sur le quoi et le pourquoi de ce qui se passe en République démocratique du Congo avec un invité sur le plateau. Aujourd'hui, c'est encore un grand plaisir d'avoir notre consultant, expert en économie, Monsieur Roger Cantou. Avec lui, nous allons essayer d'aborder de questions d'actualité, évidemment, parler de train-train quotidien de Congolais. Monsieur Roger Cantou, bonjour. Bonjour, Monsieur Raphaël. La première question, c'est de savoir d'abord aujourd'hui, quelle est votre impression après le résultat définitif de 5e président de la République démocratique du Congo? Je dirais ceci, je note avec une grande satisfaction à la fin d'un processus contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle qui a donné lieu à la publication du nouveau président élu, et aussi bien avec un petit regret des foyers de contestation par rapport aux candidats malheureux qui, normalement, étant issus d'une même famille politique, ça pouvait facilement donner lieu à une fête au niveau de l'opposition, parce que pour la première fois, le Congo vient de connaître une alternance démocratique, pacifique, et je salue enfin la population congolaise qui a accueilli avec responsabilité, sans triomphalisme, les verdicts tels que donnés par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, personnellement, vous pouvez dire que la justice est équitable. Il y a une réelle justice en République démocratique du Congo après, en fait, ces verdicts de la Cour constitutionnelle. Vous savez, il faut être fier de ce que notre organe judiciaire a rendu comme arrêt, tout simplement parce que la justice élève une nation. Donc, nos différents protagonistes qui ont saisi la justice afin de pouvoir rentrer dans leurs droits avaient présenté des moyens à leur disposition, et la justice ne peut pas inventer des moyens ou des pièces, elle va statuer sur base des éléments qui lui sont soumis. Et par cet examen, j'avais peur en écoutant l'avis du ministère public qui s'est penché pour une irrécevabilité pour défaut de qualité, mais la Cour est passée outre cette section soulevée par le ministère public afin de pouvoir examiner la question qui a été soumise par les candidats malheureux. Et il a rencontré dans ses moyens, le verdict a été donné, je pense qu'en toute rationalité, c'est-à-dire partant de la raison, il y a lieu de pouvoir s'incliner devant la décision de la Cour constitutionnelle qui, comme vous le savez, n'est susceptible d'aucun recours. Alors, aujourd'hui, il faut dire, en dépit de ces verdicts, il y a des contestations, surtout c'est de la MOUCA. Aujourd'hui, c'est cette plateforme qui a saisi la justice. Aujourd'hui, il y a des contestations, de manifestations, voire même le candidat malheureux, si on peut le dire, des élections, Martin Fayulu, dit de ne pas reconnaître le pouvoir du 5e président. Et c'est lui, en fait, c'est de bonne guerre qu'un candidat malheureux puisse contester les verdicts tels que formulés par la Cour constitutionnelle. Mais je suis d'avis que M. Fayulu, qui est un grand combattant, est pris de l'esprit de démocratie. Il finira avec le temps peut-être à revenir sur ses bons sentiments. D'abord, sous les chocs, on peut toujours procéder ainsi, mais c'est là où la politique doit jouer. Donc, il a toujours négocié, même avec celui qu'il décriait autrefois, donc le président sortant. Je ne vois pas pourquoi il refuserait de discuter avec celui qu'il a toujours appelé son frère et compagnon de lutte. Parce qu'aujourd'hui, on ne le veuille ou pas, c'est l'opposition qui a gagné. Et partout dans le monde, on est en train de vanter la victoire de l'opposition congolaise. Monsieur Félix Tshisekedi, qui est un des acteurs politiques de taille de notre pays, représente aussi bien valablement l'opposition. La question de qui devrait être là ne se pose pas, à mon avis, parce que c'est l'alternance a eu lieu et c'est l'opposition qui a remporté ces élections. Ce qui est une bonne chose. Alors, en dépit de cela, parlons de l'appel de l'Union africaine, sans succès
la justice sous la Cour constitutionnelle s'est montrée indépendante au départ d'abord par ses attributions et ses devoirs envers sa nation. Aujourd'hui, l'Union africaine s'est retirée calmement sans un mot, voire même l'arrivée de certains présidents membres de l'Union africaine est annulée aujourd'hui. Quelle est votre impression aujourd'hui? C'est la rationalité. Donc, les différents chefs d'État qui s'étaient réunis à Addis Abeba pour envisager une visite dans notre pays ont été guidés par la rationalité. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle, c'est l'organe suprême. Donc, on ne discute pas, on ne transige pas avec ces arrêts. Et aussi bien dans leur propre pays, je ne vois pas un seul chef d'État qui permettrait ou ouvrirait une brèche pour que les autres nations puissent pouvoir jeter un discrédit par rapport à ce que ces juridictions compétentes pourraient rendre comme arrêt ou décision à la suite des contestations. Donc c'est une logique qui est acceptable et louable. Je pense que c'est aussi une invitation aux acteurs internes politiques de pouvoir revoir leur stratégie, évaluer un peu les processus tels qu'il a été mené jusqu'à ce niveau et pourquoi pas envisager des ententes. La politique s'est faite par des négociations, même s'ils se rendaient en guerre. Je n'ai jamais vu une guerre qui s'est terminée sans pour autant appeler les différents protagonistes autour d'une table afin de pouvoir décider de la fin des hostilités. Alors, au-delà de cela, il faut également noter qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est Clément d'abord, le 5e président. Est-ce qu'il va bénéficier au moins de la fraternité, de la, on peut dire confrérie également, de le bon sens, une bonne diplomatie au sein de l'Union africaine? Il va de soi. L'Union africaine ne peut que soutenir les différents changements pacifiques. Donc, c'est louable d'abord de constater que le Congo, qui a organisé sur fonds propres ces élections et qui a donné lieu à une alternance avec un acteur clé de l'opposition qui a remporté les scrutins. Donc, déjà, nous avons commencé à compter quelques messages de félicitations émanant de différents chefs d'État africains, l'Europe, les États-Unis. Hein? Oui, ça peut être... Timidement, il y a peu vraiment qui réagissent. Cela est justifié par des doutes qu'a suscité des contestations et la poursuite des contestations par l'autre candidat de l'opposition, malheureux. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse se réserver, observer un peu comment les choses vont se dérouler. Mais les plus gagnants dans tout cela, c'est vraiment l'attitude de notre population qui a accueilli avec sérénité la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et ça démontre que la population est devenue de plus en plus mature. Elle veut voir ce que la classe politique pourra leur apporter par rapport à toutes les promesses qu'ils ont formulées vis-à-vis de cette population. En dehors de ce qui est officiel, en dehors de ce qui se dit en fait, selon vous en fait, qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce qui peut être plutôt le rôle de l'Union africaine? Déjà, surtout en termes de conflits électoraux, contentieux électoraux également, qu'est-ce qui peut être plutôt le rôle de l'Union africaine? L'Union africaine a noté d'abord, il a pris acte du verdict qui a été fait par la Cour constitutionnelle. Et il a constaté également que les pays qui faisaient peur par rapport à sa dimension géographique, sa population, le nombre de pays limitrophes, on craignait plus une crise qui pourrait pousser des populations à se déplacer vers le pays limitrophe, mais notre population a démontré qu'elle était mature, elle était sage, et qu'il y a un détail que les gens oublient souvent. Lorsque nous regardons le nombre d'électeurs attendus, tel que publié par la CENI, nous avions à peu près 40 millions, 38 millions d'électeurs attendus,
il n'y avait que 18 millions qui ont participé au scrutin. Cela veut dire qu'il y a une bonne proportion de la population électrice qui n'a pas participé aux élections et qui est à l'attente. À l'attente de quoi? Et pour eux, ils veulent tout simplement voir les Congos pacifiés, les Congo évoluer dans la sérénité. Et cette nouvelle époque qui est en train de traverser notre pays inaugure l'établissement d'un ordre nouveau. L'établissement d'un nouveau président, d'un nouveau leadership. C'est déjà le 5e président qui vient de faire son entrée. Comment bientôt, ce sera comment l'activité officielle où il va prêter serment devant la nation, devant toute la population et nous dire quand même ce qu'il peut. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Qu'est-ce que le président de la République peut faire en premier lieu? Et le rôle d'ailleurs du président de la République à ces stades? Le nouveau président de la République trouvera sur sa table certainement les problèmes sécuritaires de l'Est, les différents expulsés d'Angola et de Brazzaville. Tous ces problèmes liés à des épidémies, des problèmes de santé, il faut une réplique, il doit préparer une réplique appropriée pour pouvoir atténuer la misère de notre population. Et surtout, installer, comme il avait promis, désormais que l'Est soit les bastions de notre armée, c'est-à-dire que l'essentiel de notre arsenal militaire puisse s'ériger au niveau de l'Est afin de pouvoir sécuriser cette population, parce qu'ils n'attendent que ça. Nous sommes ici à Kinshasa, nous ne voyons pas un peu la difficulté, nous voyons parfois par les médias comment nos frères sont tués, violés par-ci par-là, et il est temps maintenant pour que le nouveau chef de l'État puisse orienter toutes ses énergies en rassurant la population de l'Est par une présence persuasive et dissuasive de notre armée pour empêcher en fait que ces fauteurs de troubles puissent se multiplier, se développer, nuisant ainsi notre population. Ça, c'est un premier volet d'ordre politique et sécuritaire. Je dirais même plus sécuritaire, politique. Il devra être en mesure de rassembler. Par rapport à son discours, nous avons senti que c'est un homme humble, il est ouvert à la discussion et même... C'est un rassembleur. J'ai sans l'approcher personnellement, mais je vois par son propos, par ses discours, que c'est quelqu'un qui est humble, il est pris de paix, il est pris d'esprit de réconciliation, et sans oublier, il a été même capable de se retirer pour voter son ami et frère lors de leur accord là de Genève qui a été décrit par la population. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas, à mon avis, une fixation sur le poste de président de la République. Ben, le peuple l'a désigné en tant que tel, il doit continuer à assumer ces fonctions-là. Il devra prêter serment. Il devra être investi de son pouvoir. Et par ses faits, parmi ses premières actions, il faut qu'il amène tous les fils du pays, il puisse convaincre ceux qui doutent encore de sa crédibilité ou de sa capacité à apporter la solution aux problèmes qui connaît notre pays, de faire route ensemble. Parce que l'hémicycle de notre Assemblée nationale, tel qu'il a été constitué, demande à ce que les chefs de l'État puissent vraiment jouer un rôle très déterminant afin de canaliser les aspirations de tout un peuple vers son idéal, sa nouvelle vision. Il faut un Congo de valeurs, il faut un Congo où on voit un nouveau leadership, c'est-à-dire on bannit un peu les différents privilèges que nous avons connus depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à cette alternance pacifique. Donc, le Congo est en train de traverser une époque très remarquable. Donc, on aura un président sortant qui fera un discours, et on aura un nouveau président qui va aussi jeter les ponts par rapport à ces nouvelles actions qu'il doit mener, qui doivent tenir compte de volets sécuritaires et politiques, comme je l'ai dit, aussi bien de volets économiques et social. Du point de vue économique, il faudrait vraiment, comme il a dit lui-même dans ses premiers propos, il a appelé les peuples au travail. Il n'y a que par le travail qu'on va changer l'image de notre pays. Il faut travailler, accroître la production, diversifier cette production
créer des entreprises nouvelles, créer des climats favorables à ce que des investisseurs étrangers puissent venir ici, et avec une nouvelle réglementation où la population congolaise participera vraiment à une bonne proportion à la direction de ces nouvelles entreprises qui pourront être créées. Tout cela, c'est vraiment une responsabilité énorme que le nouveau chef d'État a et devra assumer pour le bien-être général de notre pays. Alors, au-delà de cela, c'est un homme qui doit aujourd'hui compter les opposants, certains de ses amis aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera facile pour lui avec la MOCA, cette plateforme, la MOCA, en opposition avec son pouvoir, est-ce que ça sera facile pour lui de mener sa lutte en fait? Il est désormais investi comme chef de l'État. C'est-à-dire son discours ne sera plus le discours d'un combattant comme nous l'avions connu. C'est quelqu'un qui doit rassembler. C'est vrai, il a ses visions qu'il veut pour ces beaux pays. Je crois, avec ce qu'il nous a déjà présenté comme attitude, simplicité, humilité, sens d'écoute, il va nécessairement tendre la main vers les autres, mais si les autres refusent et qu'ils veulent faire l'opposition républicaine, ça sera aussi une bonne chose pour une démocratie parce qu'il faut un contrepoids au pouvoir. Et si ces amis d'hier veulent jouer ces jeux, il sera obligé de chercher une nouvelle coalition avec même ceux qui ont dirigé autrefois. Il a déjà promis une cohabitation avec l'FCC. Ça sera facile pour lui avoir encore des personnes qui ont géré hier, aujourd'hui, dans son gouvernement, faire route ensemble. Sans trop me prononcer sur les contenus du FCC, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, des valeurs au sein de cette famille politique qui pourront lui être avantageux dans la mise en œuvre de son programme d'action. De la même manière, lui aussi devra choisir au sein de sa classe politique, au sein de sa famille politique, des personnes, des valeurs. Et moi, des personnes qui ont rappelé la population, rappelé au patriotisme, des personnes que la population rappelé au bon sens d'ailleurs de la gestion de l'État également. Est-ce que ça sera facile pour lui gérer ces mêmes personnes, de même casquette en fait? Et ce ne sera pas Kabila Bus? Ça ne sera pas Kabila bis parce que d'abord, du point de vue de la nomenclature, il y a lui c'est Félix, l'autre c'est Joseph, donc c'est deux personnages totalement différents et puis l'un a milité dans un parti vraiment qui est pris de valeurs démocratiques et de progrès social. Nous avions déjà vu cela oui. Avec Bruno Tchiba, Premier ministre, même Premier ministre qui n'a presque rien fait. Non, mais lui, il a, à la différence de notre frère que vous avez cité là, lui, il a quand même un regard ou l'oreille penchée vers ce qu'il a appelé sa base. Nous avons vu, il a pris des accords avec ses amis à Genève plutôt. Nous avons vu lorsque la population s'est levée, il s'est rebiffé, il s'est rétracté. Donc, c'est quelqu'un qui a démontré qu'il est à mesure d'écouter ce que déclare la population. Alors, nous allons presque déjà à la fin de notre édition. Je rappelle que vous êtes notre consultant, vous êtes expert en économie, Monsieur Roger Cantou. Alors, avec lui, que nous allons plutôt certainement nous entretenir souvent sur des questions pertinentes d'actualité et surtout liées à l'économie. L'économie de notre pays. Est-ce que c'est une priorité pour le prochain président de la République? Indispensable. Donc, c'est vraiment, ça sera une affaire de lance. Donc, il doit vraiment se pencher là-dessus pour pouvoir améliorer le bien-être général. Parce que dans l'économie, il y a la production, il y a les consommations, il y a la répartition des revenus. Tous ces gymnastiques-là, il devra être à mesure de bien les rendre cohérents pour que notre population puisse se retrouver, particulièrement définir un niveau minimum de rémunération pour les différents agents de l'État, parce que ça touche au social, économie et social. Les gens s'attendent à ce que les choses se fassent autrement. Moi, je dirais que si j'ai un petit conseil à lui prodiguer, ce serait de revoir vraiment de façon substantielle
le train de vie des institutions. On n'a pas besoin, lorsque nous sommes un pays post-conflit, nous avons des crises, nous avons des déséquilibres des agrégats économiques, nous doter des gouvernements éléphantesques, donc ce n'est pas important. C'est-à-dire que la qualité peut triompher sur le nombre. Donc on peut avoir un gouvernement vraiment très réduit, des personnalités qui vont vraiment se sacrifier pour le bien-être de tous et jeter des ponts pour... Vous souhaitez qu'on réduise un peu le nombre de gouvernements, de membres du gouvernement. Pourquoi en fait? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a un problème d'homme? Ce n'est pas lié à un problème d'homme, c'est plutôt lié à un problème d'allocation des ressources. Vous voyez, parce que les revenus tels que générés, tels que mobilisés, les recettes telles que mobilisées, doivent servir au fonctionnement des institutions. Imaginez-vous si vous avez 60 ministres. On a déjà l'hémicycle, le Parlement et l'ensemble des Sénats et différentes assemblées provinciales. C'est vraiment trop budgétivore pour la République. Alors, est-ce que tout ce que notre nation pourra produire devra aller à plus de 60% au fonctionnement des institutions? Non, il faut voir les investissements, des infrastructures sociaux, des bases, des écoles, des hôpitaux. Tout cela est construit des routes, des ponts pour créer aussi des entreprises. Tout ça, ça demande à ce que les gouvernements se fassent violence, même si il y a eu élection, ce ne sera pas un gouvernement d'entente politique. Donc il y a eu... Vous souhaitez au maximum combien de personnes? Bon, maximum, s'il peut se limiter à 25 personnes, je trouve que c'est cohérent. 25 ministres, un gouvernement de 25 ministres, c'est d'ailleurs beaucoup. À la limite, je connais des pays qui n'ont que 15 ministres. Donc, si nous avons 25 ministres, je trouve ça raisonnable. Et il doit tenir compte aussi de la géopolitique, parce qu'il ne faut pas oublier, cette corde-là joue beaucoup. Donc, par province, une personne, ça va un peu donner une autre image, et puis briser vraiment tous les privilèges. Démontrer que le Congo est entré dans une phase où les valeurs, les respects de la chose publique seront tenus par les chefs de l'État lui-même, son cabinet, ses ministres. Et lorsque lui, il donne l'impulsion, tout le monde suivra. Nous autres, nous allons suivre. On passe dans la rue, nous voyons qu'un ministre, il y a des feux de signalisation, il s'arrête. Et moi, comment je passerai? Comment je brûlerai ces feux rouges? Je ne pourrai pas, parce que je verrai à mon côté, il y a un ministre, lui, il s'est arrêté. Et moi, tu vois, tout ça, ce sont des habitudes que nous devons créer. Il y a des choses qu'il peut faire avec de l'argent, et il y a des choses qu'il peut faire avec des valeurs. Pourquoi? Parce qu'il est porteur d'une vision. Il a une frange importante de la population qui les regarde, qui croit en son combat, et qu'il est en mesure de leur administrer une thérapeutique des chocs, c'est-à-dire une chirurgie là, qui fait un peu mal, mais ils vont accepter cela juste pour leur bien-être général. Il y a des choses qu'on peut faire avec de l'argent, il y a des choses qu'on peut faire également avec la valeur. Valeur, bien sûr, c'est avec cette belle phrase que nous allons mettre terme à notre édition. Merci, Monsieur Roger Cantou. C'est avec plaisir que nous avions partagé ces moments. Je rappelle que vous êtes notre consultant expert en économie et nous avions certainement parlé de points essentiels aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci aux fidèles entre nous sur Congo Web Télévision, Vision Plus TV. Merci à Olivier Vico pour la prise de vie. On se retrouve prochainement. Au revoir.